Identité et singularité. Dans un monde qui s'uniformise, la région Bretagne souhaite mettre en avant son identité, sa singularité et ses valeurs pour faire la différence dans un contexte de concurrence touristique. Le tourisme comme une immersion dans la vie locale. La Bretagne est au cœur des nouvelles tendances touristiques et les patrimoines bâtis et immatériels sont de sacrés atouts pour notre région, comme nous allons le voir avec nos cinq intervenants, invités, experts que je vous présente tout de suite. À ma droite, Isabelle Brianceau, maître de conférence à l'Université d'Avignon. Vous venez exprès d'Avignon, c'est ça? C'est ça. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Union. Dans votre dernier ouvrage, qui s'appelle « Vivre le patrimoine mondial au quotidien », vous abordez une réflexion sur les rapports que les habitants des villes inscrites au patrimoine de l'humanité entretiennent avec leurs communes. Donc là, on parle de l'UNESCO, on parle d'Avignon, justement. Avignon, qui n'est pas labellisé ville d'art et d'histoire, Qui est en cours. mais qui est classé patrimoine mondial. Ouais. C'est dingue. Voilà, ça fait partie des phénomènes un petit peu originaux, mais c'est vrai qu'on observe. Alors, je ne sais pas si. On va démarrer tout à l'heure. Je voudrais teaser. D'accord. Très bien. On va voir que dans cette ville, justement, les habitants ont parfois l'impression d'être un peu dépossédés de leur cité. Est-ce qu'on peut dire ça en 30 secondes? Déposséder, peut-être, je nuancerais quand même sur ce terme. Néanmoins, on a essayé quand même de s'interroger sur cette figure de l'habitant, qui est une forme de public quand même peu ou mal étudiée et qui monte, on va dire, un peu en puissance, notamment dans les centres historiques, que ce soit Avignon ou que ce soit ailleurs. Et là, pour les étudier, il faut dépasser les enquêtes quantitatives pour essayer d'être dans une approche beaucoup plus qualitative, sensible de la figure de l'habitant à l'échelle de son territoire. Voilà, donc on va voir un peu les spécificités, comment vivre dans une ville comme Avignon, notamment l'été. Trouver sa place, c'est pas facile. Gaëlle Mongental, bonjour. Vous êtes chargée de développement culturel territorial à Culture Lab 29, donc c'est dans le Finistère. Tout à fait. C'est une agence culturelle du Finistère. Que fait une agence culturelle départementale ? Alors, de l'accompagnement principalement. Ça fait une 50aine d'années à peu près que l'agence existe, avec historiquement un volet d'accompagnement des acteurs culturels, plutôt équipe artistique et structure associative, avec une entrée plutôt spectacle vivant, plutôt en musique et en danse. Donc c'est de l'accompagnement au montage de projets, au développement des projets artistiques. Et puis depuis 2020, on a une nouvelle mission qui nous a été confiée par le département du Finistère d'accompagner aussi les collectivités territoriales, plutôt au départ à l'échelle des intercommunalités, et puis là ça s'est élargi aussi aux communes pour les aider à développer leurs projets culturels à l'échelle de leur territoire. On parlera de ça dans quelques minutes. Bonjour Elisabeth Renaud, directrice et standardiste au musée d'art, d'histoire et de Saint-Brieuc. C'est vrai, c'est vous qui répondez au téléphone quand on appelle le musée de... Voilà, tout à fait. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, je vous ai eu en direct, effectivement. Et vous êtes ici pour représenter l'association Bretagne Musée, dont vous êtes la présidente. Combien de musées ? Alors, combien de musées en région Bretagne, avec peut-être une spécificité à le redire dans l'assistance, en tout cas avec l'appellation Musée de France, puisque c'est bien cette spécificité que nous représentons. Donc, j'ai ici le petit fascicule que nous éditons chaque année qui s'appelle Itinéraire, qui permet justement, on en a parlé ce matin, de pouvoir donner à tout type de public la vision de ce que nous sommes sur les 5 départements, puisque du coup nous avons les collègues de Bas-sur-Mer qui sont également dans Itinéraire. C'est à la fois présenter les parcours de visite, c'est-à-dire les expositions temporaires, mais nos musées permanents, que vous pouvez retrouver, donc avec toutes les indications, et aussi ce que nous sommes, c'est-à-dire ces lieux d'acquisition du bien commun, puisque nous gérons un bien commun,
pour tout le monde. Et du coup, ces acquisitions, tout à l'heure, Isabelle Chardonnier, une directrice régionale des affaires culturelles, évoquait l'écomusée de Ouessant, qui est le premier écomusée de France, 1968. C'est pas rien. On a un territoire qui est vraiment novateur, et il faut le redire. Du coup, avec cette sensibilité d'avoir la conscience d'un commun qu'il faut transmettre pour demain. Et donc ça, c'est important. Donc les acquisitions et puis les restaurations. Donc vous pouvez déjà tout retrouver. Je crois que mon collègue Thomas Gattel du Château-Musée de Vitré est parti en chercher pour que vous en ayez tous à la sortie. Et puis on pourra y revenir. Merci Christelle. Nicolas est avec nous également, chargé de mission au pays d'art et d'histoire à Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup évoqué ce matin les silos qui existent ou pas entre tourisme et patrimoine. Vous êtes le contre-exemple. Puisque expliquez-nous en 2 mots comment vous êtes organisé à Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération. Donc, au sein de l'agglomération, on a depuis peu un service Pays d'art et d'histoire, puisqu'on vient d'obtenir le label Pays d'art et d'histoire. Là, c'est tout nouveau, puisque la CRPA, donc la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture, a lieu en juin, 19 juin. Et on est en fait positionné au sein d'une direction qui s'intitule Tourisme et patrimoine. Donc voilà, par essence, les liens sont facilités avec le milieu du tourisme et notamment avec notre office de tourisme communautaire qui assure la promotion de l'offre culturelle. Vous nous expliquerez un peu et vous nous donnerez les atouts de cette organisation. Et puis il y a des exemples aussi de boulot que vous avez pu évoquer. Tudy Kernalegen, directeur de Bretagne Culture Diversité, pour terminer ce petit tour de table d'introduction. Bonjour. Bonjour. Alors on dit BCD. Oui, on peut dire BCD ou Bretagne Culture Diversité. C'est Benaduriou pour la patte bretonne. Vous travaillez à faire connaître l'histoire et la culture de la Bretagne au plus grand nombre, mais également à répertorier tout ce qui fait l'originalité de ce pays. Vous dites que les Bretons connaissent très mal leur histoire. Oui, d'où ça vient? Effectivement, vu que ce n'est pas transmis par l'école, mais il y a quand même une grande appétence pour l'histoire et les savoirs sur la Bretagne, que ce soit la culture, la géographie, l'ethnologie, etc. Donc, une de nos missions, effectivement, c'est de rendre accessibles tous ces savoirs au plus grand nombre, notamment par le biais de BCDIA, qui est un site internet, une encyclopédie numérique de la Bretagne dédiée à cet effort de transmission. On reviendra sur tout ce que vous proposez. Je reviens à Isabelle Brianceau, donc, de l'Université d'Avignon. Avignon, Isabelle, c'est 4 millions de visiteurs par an pour une population de 100 000 ? Oui, c'est ça à peu près. Alors, je ne sais pas si... Alors voilà. je disais juste que c'est pas mal, mais c'est pas Venise. Venise, c'est 30 millions pour 55 000 habitants. Oui. Alors, mais voilà. Alors, en fait, peut-être la première chose, c'est que vous évoquiez tout à l'heure la question des labels. Alors, en effet, l'ouvrage sur lequel j'ai travaillé concerne plus le label Patrimoine mondial de l'humanité, sachant que la ville d'Avignon avait déjà initié un travail de candidature concernant villes et pays d'art et d'histoire, que ça a été perdu. Et puis là, elle est dans une phase de recandidater à ce label. Donc voilà, donc il y a aussi, on observe une espèce de couche, on va dire, de labellisation qui donne aussi un manque de lisibilité aussi à l'échelle des territoires sur ces marqueurs, notamment dans les centres historiques. Le point commun dans ces labels, ceux-là, mais il peut y en avoir d'autres évidemment, c'est qu'on observe quand même depuis quelques années une montée en puissance de la figure de l'habitant dans les dossiers de candidature, mais aussi comme finalement figure importante finalement en recherche, je parle, mais à la fois dans les dossiers de candidature et aussi comme finalement une personne ressource
de fréquentation du patrimoine et aussi dans son approche sensible, c'est-à-dire d'attachement, de préservation dans sa pratique ordinaire. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est de sortir finalement de données quantitatives qui ont leur intérêt et qui donnent aussi des indicateurs tout à fait intéressants sur le territoire, mais aussi de rentrer finalement dans des dynamiques plus qualitatives pour essayer aussi de comprendre les représentations, l'attachement, les mobilités au sein même de ces centres historiques en fonction aussi des saisons. On parlait tout à l'heure de la ville d'Avignon qui connaît un pic touristique, notamment au moment du Festival d'Avignon, qui déstabilise, on va dire d'une certaine façon, les pratiques ordinaires des habitants, puisqu'on voit une fuite des habitants au moment du festival, ou alors une location d'appartements individuels au moment du festival. Et donc, on essaye aussi d'avoir une réflexion sur cette diversification de l'offre culturelle à l'échelle de la ville, sachant que notre projection du territoire centre historique est là aussi biaisée, puisque la ville d'Avignon en fait comprend 9 quartiers, et sur ces 9 quartiers, donc le centre-ville plus on va dire, sa proche banlieue, on projette, on va dire, des représentations sur le cœur de ville. Donc là aussi, ce sont des dynamiques et des phénomènes qui interrogent à la fois les pouvoirs publics, mais aussi l'universitaire que je suis, pour essayer de comprendre aussi ces différents flux à l'échelle de la ville. Les habitants ont été longtemps considérés juste comme des habitants 1+1 pour arriver à 100 000 sans être sollicités. Alors, c'est ça, en fait, la question de l'habitant, finalement, c'est tellement ordinaire que c'était presque un non-sujet, on va dire, dans les études de public à l'université, puisqu'on s'intéresse à tout un tas de profils de visiteurs. On a parlé ce matin du touriste, du visiteur, mais on pourra aussi l'élargir aux festivaliers, ça a été largement dit, aux spectateurs. Et finalement, cette figure de l'habitant, c'était presque un angle mort d'études, finalement, dans les dynamiques de public. En territoire avignonnais et un petit peu plus loin du côté de Marseille, on a aussi des choses tout à fait intéressantes avec des sites, ou des lieux, je pense notamment aux unités d'habitation de Le Corbusier. On a des habitants médiateurs, des habitants qui vont aussi présenter, si vous voulez, leur espace de vie à des touristes. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a une dynamique autour de la figure de l'habitant qui part finalement de son expérience ordinaire de pratique de la ville vers des spécialisations, presque une expertise qui peut en fait tout à fait le caractériser. Vous parliez de l'offre culturelle. Le festival, on l'a un peu évoqué ce matin, en Bretagne, on vit pas, c'est pas sur la même échelle, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de propositions l'été, un peu moins au cours de l'année dans certains territoires plus touristiques. Est-ce qu'à Avignon, il y a une proposition culturelle toute l'année ou est-ce que le festival aspire 100% de l'offre ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une ville, donc Avignon, qui, au niveau de l'offre culturelle, n'est pas tout à fait, c'est enregistré, mais j'assume mes propos, n'est pas tout à fait au niveau de ce qu'on pourrait attendre, on va dire, d'une ville culturelle avec un festival international qui est le Festival d'Avignon. Donc la municipalité, avec les acteurs du territoire, essaie de réfléchir pour 2025 à une grosse réflexion avec les différents acteurs de son territoire sur l'année culturelle 2025 à Avignon pour essayer à la fois de réfléchir au niveau des équipements, des lieux de production, des lieux de diffusion, d'une programmation aussi autour du festival qui pourra être plus diversifiée, plus mobile, avec des lieux aussi plus variés pour attirer des publics, pas que dans le centre-ville ou dans des lieux déjà emblématiques, par exemple la cour d'honneur du Palais des Papes, mais pour essayer de diversifier un petit peu les lieux. Sachant que je ne suis pas une spécialiste de ces questions de festival, ma spécialité est plus tournée sur la question des musées et du patrimoine, où là encore, l'habitant s'est évoqué sur les écomusées, une participation tout à
à fait importante dans la création des collections et dans son implication dans ce type d'institutions culturelles. Est-ce que vous avez l'impression que la programmation culturelle alors à l'année dans ces musées est construite pour les visiteurs ou on pense aussi aux Avignonnaises et aux Avignonnais? Alors c'est un vrai sujet. Alors quand on a pensé le livre avec Dominique Cassas sur cette figure de l'habitant, elle était dans une réflexion justement de candidater, de construire ce dossier de candidature pour les villes et pays d'art et d'histoire. Et on s'était dit qu'il y avait une vraie réflexion à avoir, puisque nos musées, en tout cas à Avignon, sont peu fréquentés. Par les Avignonnais, bien que nous soyons une ville aussi universitaire, où il y a quand même un gros flux d'étudiants, donc une jeunesse qui investit quand même la ville. Il y a eu quand même un certain nombre d'efforts qui ont été faits à l'échelle de la ville pour dynamiser, on va dire, la pratique et la fréquentation de lieux culturels. Donc il y a je peux pas dire que ce soit, il y a une dynamique, mais disons que c'est une dynamique à poursuivre, notamment à travers ce grand événement que le festival, mais pas que. Voilà. Les habitants sont très attachés à leur ville, à son patrimoine. Est-ce qu'on peut parler d'identité, de singularité, comme on en parle ici sur la région ? Alors, c'est un point qui est là aussi tout à fait intéressant parce que lorsqu'on a amorcé cette étude sur la question des habitants, on s'est rendu compte que c'est la pratique ordinaire qui déclenche, on va dire, l'attachement. Alors, la pratique ordinaire, c'est la circulation du quotidien, c'est-à-dire faire ses courses, aller dans un bar, donner rendez-vous à quelqu'un. Et donc, on a observé des représentations de la ville qui diffèrent entre, je dirais, le plan touristique 2D qu'on distribue, je dirais, de manière tout à fait classique, lorsqu'on arrive dans une ville et qu'on a envie de visiter la ville. Donc, on a ce marqueur-là d'architecture, somme toute classique. Et lorsqu'on interroge des habitants sur leur lecture, leur représentation de la ville, on arrive à des choses différentes de ce plan, je dirais, 2D, avec des lieux, des points, je dirais, plus sensibles, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de fréquenter ou avec lesquels ils ont du plaisir à aller. Et donc, on a une géographie de l'espace public et historique qui va différer en fonction du vécu, de la relation, on va dire, de l'habitant avec sa ville. Et ça, c'est tout à fait intéressant puisqu'on est sur des lectures de cartographie sensible de la ville qui donnent des représentations, des lectures à l'échelle de l'espace public, non pas en opposition, mais en complémentarité dans ce côté ordinaire, on va dire, de la pratique. Alors, est-ce que ces habitants partagent ces petits coins, leurs petits coins fétiches ou secrets, ou est-ce qu'ils ont envie qu'il y ait du monde à venir aussi partager ces lieux ? Alors, sur les enquêtes qui ont été faites, à la fois, il y a une certaine timidité de la part des habitants en se disant ce que j'ai à raconter va intéresser personne ou peu de monde. Et en fait, lorsqu'on les lance justement sur ces récits de ville, on parlait ce matin aussi de récits de territoire, ils se plaisent à l'exercice. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte aussi qu'ils ont des choses à raconter qui peuvent relever aussi du souvenir, de la mémoire, et donc on a des méthodologies aussi de collecte qualitative où en fait on va laisser l'habitant pouvoir exprimer sans poser des questions toutes les 10 secondes, j'exagère un peu, mais pour laisser en fait cette liberté d'expression, de mise en récit, on va dire, de son expérience d'habitant dans un espace historique qui est Avignon, mais qui pourrait en effet être ailleurs, en fait. Est-ce que certains expriment du mal-être, par exemple, à vivre dans une ville classée UNESCO ? Alors, la question de la qualité de vie, par exemple, c'est pas le point qui arrive en premier, on va dire, dans les discussions, mais ce sont des choses qui arrivent dans les discussions quand même, notamment la question de la propreté.
Voilà, la sécurité peut aussi intervenir, mais voilà, c'est un rapport, je dirais, sensible, c'est-à-dire d'expérience positive ou d'expérience, on va dire, plus négative, de choses qui marquent à l'échelle de son territoire dans la façon de l'expérimenter, en fait, on va dire. Est-ce que les élus ont lu votre livre ? Bah oui, parce que on a vraiment souhaité le faire avec la ville. Donc Dominique Cassas, avec qui j'ai dirigé l'ouvrage, est architecte urbaniste. Elle est en charge du service des monuments historiques de la ville d'Avignon. Aussi en charge de ce dossier de candidature ville et pays d'arrêt d'histoire. Et on a souhaité aussi pouvoir exposer aussi ses travaux, ses recherches, non pas qu'à une communauté d'étudiants ou d'universitaires, mais aussi aux acteurs du territoire, que ce soit la mairie, le Grand Avignon, enfin voilà, c'est ces acteurs finalement avec lesquels on interagit. Et donc les pistes ? Alors, les recommandations, il y a par exemple à l'échelle de la ville, il y a de plus en plus justement dans le projet politique de réhabilitation de certains lieux, de faire ce qu'on appelle des consultations citoyennes. Donc là, c'est aussi une espèce de participation de l'habitant pour donner plus de légitimité ou de force, on va dire, à un projet de rénovation par exemple. Et on a un exemple à l'heure actuelle qui concerne un jardin, donc Avignon inscrit patrimoine mondial, mais ce n'est pas toute la ville qui est inscrite. On n'a que finalement un tout petit territoire, donc le Palais des Papes, le pont d'Avignon et un jardin qui est historique et connu. Et donc la réhabilitation de ce jardin qui compose la zone inscrite, les élus avaient des appréhensions dans leur projet. Et donc, ils ont souhaité faire une consultation citoyenne qui soit composée pas uniquement d'experts citoyens, c'est-à-dire de représentants d'associations qui ont déjà une forme d'expertise, on va dire, patrimoniale, mais plutôt d'ouvrir ce champ de la consultation de manière large à travers des questionnements qui touchent là aussi le sensible, c'est-à-dire, par exemple, quels sont vos souvenirs ou qu'est-ce que vous imagineriez au niveau d'une réhabilitation en termes de médiation, en termes de circulation, etc., etc. Donc, et ça, ce sont des phénomènes qui sont de plus en plus activés dans la sphère publique pour appuyer notamment des projets de rénovation dans les centres historiques, par exemple. On va voir avec Christelle Nicolas maintenant que les habitants dans le golfe du Morbihan participent aussi à la vie de leur territoire à travers, par exemple, l'inventaire du patrimoine, du bâti, pardon. On va voir la carte de la métropole dans laquelle vous travaillez. Vous êtes donc chargé de mission Pays d'art et d'histoire, golfe du Morbihan. Une petite présentation du territoire ? Oui, donc c'est une communauté d'agglomération. Donc, golfe du Morbihan Vannes Agglomération, donc c'est composé de 34 communes. Donc là, vous voyez la carte, avec Vannes pour ville-centre. Donc, comme je disais en introduction, on a obtenu l'extension en fait, du label, autrefois Vannes, ville d'art et d'histoire, à l'ensemble des communes de l'agglomération, donc pour former aujourd'hui un pays d'art et d'histoire, donc, qui est nommé Vannes, golfe du Morbihan, entre Petite Mer et Pays Vert. Donc c'est vrai que donc aujourd'hui là, le service se construit. Donc on est organisé autour d'un service, d'un pôle ressources, donc chargé de produire de la connaissance, de rassembler, de collecter et également en fait de diffuser cette connaissance. Et puis un pôle valorisation qui comment dire, a pour objectif notamment donc, de travailler sur l'offre à destination des scolaires, des différents publics, et notamment de gérer et d'animer un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui se trouve à l'hôtel de Limur, un hôtel particulier du XVIIe siècle à Vannes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous donner les atouts de cette organisation d'un service à deux têtes, tourisme et patrimoine ? Oui, alors les atouts, déjà c'est vrai que le fait d'être au sein de cette direction, ça facilite
justement, comme je le disais, le lien avec l'office de tourisme communautaire, mais également les liens avec les différentes directions de l'agglomération, donc avec la direction aménagement urbanisme, la direction culture, et puis voilà, les autres directions, environnement, pardon. Et donc, oui, l'information circule mieux, il y a des projets communs. Oui, puis on a vraiment toujours ces deux entrées, le tourisme et le patrimoine, ça nous permet vraiment d'être associés aux différents projets, puis de se positionner vraiment en accompagnement des projets. L'objectif là du service, c'est de pouvoir nourrir les projets des différentes directions et d'apporter aussi du sens voilà, aux projets portés. Vous parliez de l'inventaire. Ouais, parmi les projets vraiment visibles, en tout cas, c'est l'inventaire du bâti avec les habitants. Racontez-nous comment vous avez procédé. Alors, c'est long, un inventaire. Hein. Oui. En fait, ça, c'est un objectif donc vraiment d'associer les habitants donc dans le projet du Pays d'Art et d'Histoire. Donc, on a un gros projet. Donc, c'est une opération d'inventaire participatif du patrimoine bâti qui est menée en partenariat avec la région Bretagne, pour lesquels les habitants des différentes communes sont invités à contribuer, donc bénévolement. Donc, ils sont formés à la méthodologie de l'inventaire. On a organisé des formations sur différentes thématiques patrimoniales pour ouvrir sur des champs peut-être plus méconnus, par exemple, notamment sur le patrimoine de la seconde moitié du XXe siècle. Et puis, donc vraiment, cette démarche, elle est importante. On l'a initiée dans le cadre de la candidature, justement, au label Pays d'Art et d'Histoire, puisque ça nous permet d'identifier donc les singularités, les spécificités du territoire au niveau du bâti. Ça peut être des moulins, mais aussi des maisons des années 70. En fait, on recense tout le bâti, donc toute typologie, voilà, de l'habitat, du bâti lié aux activités, donc activités maritimes, activités rurales, activités industrielles, voilà, toutes sortes de bâtis. Et donc, ce sont des habitants bénévoles qui marchent avec des petits carnets. On le voit dans un film sur la plateforme Cube. Et donc, qui prennent, bon, il y a une méthodologie, hein, mais qui prennent tout en note, prennent des photos. C'est beaucoup de temps et de l'investissement pour ces bénévoles. Oui, c'est ça. Oui, là, donc on voit les deux films qu'on a coédités avec le web média Cube. Donc là, ça a été vraiment une volonté. Bon, c'est toujours donc un travail d'inventaire, c'est très long. Là, on a débuté en 2020 et l'opération continue toujours. Ça avance plus ou moins vite en fonction des communes. Des communes qui vont restituer là, très prochainement l'inventaire. On a une restitution qui va se dérouler en novembre et d'autres qui ont juste débuté, voire pas commencé. Mais nous, notre souci, justement, c'est de valoriser au fil de l'eau là, les résultats. Et notamment, ce qui était important pour nous, c'était de valoriser leur engagement. Donc on a coédité 2 films, donc un plus général où on voit vraiment les bénévoles de Sarzeau, de la commune de Sarzeau, qui sont sur le terrain lors d'une formation. Et donc on les suit avec leurs remarques, leur regard sur le patrimoine, puisque le territoire de l'agglomération, c'est un territoire donc, qui est très attractif, qui subit donc des mutations importantes, qui comme partout, doit engager des transitions importantes. Et donc c'est vrai que cette opération d'inventaire, ça nous permet vraiment d'avoir une photographie un instant T du bâti, de constater ses évolutions et puis de sensibiliser les habitants en même temps aux évolutions. Donc vous diffusez, vous partagez cette matière, hein, cet inventaire un peu au fil de l'eau, comme vous le dites, mais finalement, est-ce que les acteurs du tourisme peuvent s'emparer de cette matière-là pour imaginer des nouveaux circuits ou des visites de bourg? Je crois que c'est déjà le cas, c'est ça? Oui, alors oui, bien sûr, cette donnée, donc la donnée issue de l'inventaire, elle est disponible et accessible à tous sur une plateforme libre d'accès, la plateforme de la région, Carten et patrimoine.bzh. Ensuite, nous, et donc ça c'est un peu je pense l'atout d'un Pays d'Art et d'Histoire, c'est qu'on est structuré donc on va produire de la donnée et en même temps on va construire une offre pour différents publics. Donc c'est vrai que c'est plutôt
des visites, des parcours clés en main qu'on offre en fait. On n'a plus qu'à communiquer sur ce qu'on produit. Donc là, par exemple, on va bientôt proposer un parcours de découverte des chapelles peintes du nord de l'agglomération. Et donc ça, c'est pareil, c'est un travail, on est vraiment, très sensible à la question de la participation des habitants aux différents projets. Alors voilà, dès qu'on le peut, on essaye de les associer. Donc par exemple, dans ce parcours, l'objectif, c'est de présenter, donc il y a un expert qui intervient, un conservateur qui va parler de ces peintures, et en même temps, on va valoriser pour ces 8 chapelles les associations qui gèrent au quotidien ces chapelles, qui les ouvrent, qui les entretiennent, et qui apportent aussi un regard sur ce patrimoine. Tu dis on fait aussi appel à vous, à Bretagne Culture Diversité, pour des inventaires du patrimoine culturel immatériel. On peut rappeler ce que ça peut englober ? Nous, on a une focalisation sur le patrimoine culturel immatériel qui nous a été confiée par la région, vu qu'il y a un service de l'inventaire au sein même de la région Bretagne, mais qui travaille sur le patrimoine bâti et matériel. Donc, le patrimoine culturel immatériel regroupe tout ce qui relève du patrimoine vivant et qui est transmis de génération en génération, donc qui se transforme et qui évolue, et qui regroupe donc tout ce qui est pour le coup non tactile. Donc ça regroupe les chants, ça regroupe les danses, la gastronomie, etc. À condition effectivement que ce soit transmis de génération en génération et que ça continue son évolution. Qui fait appel à vous alors ? Nous, on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres structures. Donc, par exemple, on a lancé depuis 1 an et demi un travail commun avec les petites cités de caractère pour réfléchir avec eux sur la place du patrimoine culturel immatériel ou du patrimoine vivant donc dans les petites cités de caractère. Et en partenariat avec les petites cités de caractère, on a monté plusieurs projets dans une série de communes, donc en l'occurrence Châtellerault, Plouagat dans les Côtes-d'Armor, Le Fou dans le Finistère, et puis depuis cette année, Montfort-sur-Meux en Ille-et-Vilaine. Le Fou, par exemple, il s'agissait de quoi ? Donc, la démarche de cet inventaire du patrimoine culturel immatériel se fait en plusieurs étapes. Donc, d'abord, nous, on arrive non pas avec une expertise sur ce qui est le patrimoine de la commune, mais plutôt sur un accompagnement méthodologique. Donc, on travaille dans la première étape vraiment avec les habitants par des réunions publiques, par une présence sur les marchés pour recueillir la parole des habitants, comment ils perçoivent eux-mêmes leur patrimoine, qu'est-ce qui fait patrimoine vivant pour eux. Là, ça peut aboutir à une sorte d'inventaire à l'après-vert qui peut aller, je ne sais pas, de la pêche à pied à la gastronomie, ou à un élément gastronomique comme le pastéo, ou à la langue bretonne, etc. Et dans une deuxième étape, donc avec la municipalité, on essaye de sélectionner et d'approfondir certains éléments de ce patrimoine pour voir sa santé, les éléments de fragilité ou de force, comment il peut être transmis et qu'est-ce qui peut être mis en avant. Par exemple, au Fou, on a notamment sélectionné le pastéo, qui est une sorte de pain doux spécifique de ce centre Finistère. Et donc, élément gastronomique qui a été valorisé par exemple dans le cadre des Journées européennes du patrimoine en septembre. Donc, mais à chaque fois en partenariat avec les associations, la municipalité et surtout les habitants. Quel est l'intérêt alors de ces communes ou de ces collectivités à faire appel à vous et de connaître ce patrimoine immatériel, en tout cas de le répertorier ? Qu'est-ce qu'on en fait après, une fois qu'on a tout ça ? Bonne question. Donc, là, je vais un peu plagier Claire Lucas, directrice des petites cités de caractère, qui explique bien que depuis 50 ans, les petites cités de caractère font un inventaire de leur patrimoine bâti, rénovent ce patrimoine matériel et bâti. Et si, par exemple, un mur s'écroule ou un bâtiment est en mauvais état, ils savent à quelle porte frapper, où aller chercher de l'argent pour le rénover, etc. Donc, toutes ces démarches sont bien connues du réseau des petites cités de caractère. Par contre, quand il y a un élément immatériel, ça peut être un chant, ça peut être une danse, etc., il a tendance plutôt à se dégrader de manière muette, au sens où c'est en fonction de
de l'âge de ces porteurs de patrimoine qu'au fur et à mesure, de manière quasi biologique, il peut disparaître si la fragilité de ce patrimoine n'est pas repérée. Donc nous, à ce niveau-là, déjà le rendre visible par cette enquête participative, rappelle, mine de rien, à des générations éventuellement, déjà aux anciennes générations, que ce qu'ils ont est une richesse intrinsèque, que cette richesse mérite d'être transmise, et aux générations plus jeunes, que finalement c'est fragile et que peut-être que leur grand-mère ou leur grand-père jouaient des jeux traditionnels ou avaient une recette particulière, mais qu'effectivement c'est fragile et que ça peut disparaître. Donc déjà repérer cette fragilité, c'est un élément très important, et après on peut effectivement donner des préconisations sur comment le transmettre, comment le valoriser, comment communiquer dessus, et tout ça peut devient une partie du patrimoine de la commune. Vous racontez l'histoire de la Bretagne, quoi. Oui, donc là, pour cette mission particulière, à l'échelle très locale, mais finalement, c'est l'addition de toutes ces histoires locales qui contribuent aussi à façonner cette histoire et cette identité de la Bretagne. Les craquelins, par exemple, les craquelins, c'est biscuits. Les mauvaises langues disent que c'est du carton, mais non, c'est pas du carton, c'est une spécialité du côté de Dinan. Vous travaillez en ce moment sur l'histoire du craquelin. Pareil, c'est une autre mission qu'on mène actuellement. Donc, autant sur les petites cités de caractère, donc c'est Elena Tataruk qui mène cette mission avec les petites cités de caractère. Autant sur les craquelins, c'est une autre mission donc pilotée par Julie Léonard. Et donc là, vraiment liée. Donc là aussi, on a été sollicité par le projet de parc naturel régional Vallée de la Rance, qui s'interrogent, qui sont en train de monter le dossier, qui s'interrogent y compris sur le patrimoine. Et le craquelin fait partie de ces spécificités gastronomiques de la Vallée de la Rance, puisque les 5 producteurs mondiaux de craquelin sont tous situés dans ce petit bout de territoire de cette Vallée de la Rance, donc avec une histoire, une production qui peut aller de l'industriel au très artisanal. Donc là aussi, il y a tout un travail avec les producteurs et avec les habitants et les porteurs et les municipalités pour réfléchir à ce patrimoine. Vivant. Qui est encore vivant, oui. Ouais. Elisabeth Renaud, vous avez passé un bel été dans les musées bretons, paraît-il. Mais tout à fait. Nous sommes météorologiquement sensibles. Et donc, tous les collègues me font des remontées de chiffres assez exceptionnelles, puisque nous avons une fin du mois de juillet assez compliquée. Nous avons eu, du coup, vous le savez, en étant opérateur du tourisme, une demande accrue auprès des offices de tourisme pour trouver des activités qui ne soient pas outdoor, mais qui soient vraiment à l'intérieur. Donc, c'est vrai qu'on a connu une belle fréquentation cet été. Est-ce qu'on sait qui est venu dans les musées bretons? Est-ce que ce sont les Brétiliens, les Bretons, pardon, ou les visiteurs habitants? Alors je crois que ce matin, on a vu les quelques chiffres avant la pause déjeuner, où on retrouve exactement la fréquentation, où on a cette appétence pour un public touristique extra-territoire national, notamment au nord de l'Europe, pour les musées et les expositions temporaires que nous proposons. Donc ça, on le retrouve énormément. Et puis, quand on aperçoit les chiffres, ce matin, on a parlé du musée de Pont-Aven, par exemple, cette locomotive en région Bretagne, notamment sur la partie sud. On sait que 40%, ce sont des Bretons qui viennent fréquenter l'établissement. Donc voilà, c'est aussi ce focus que nous faisons là sur la période estivale, mais de dire que les musées existent tout au long de l'année avec des propositions diverses et variées, justement, qui touchent les habitants et les usagers. Et c'est vrai que dans l'association des musées de Bretagne, vous avez des musées très, très différents, de tailles très, très différentes, avec des moyens très différents. Et vous êtes creusé la tête, justement, cet été, pour imaginer parfois des petites animations à cause de la météo. Et vous, à Saint-Brieuc, vous avez fait quoi, par exemple ? Alors à Saint-Brieuc, on a cette logique, et peut-être le redire à l'assistance, vous avez la chance dans vos territoires, et c'est peut-être la question de la singularité, c'est que nous avons des collections qui sont parfois redondantes, mais très souvent différentes. Et donc il ne faut pas hésiter à aller voir les institutions à côté de chez vous, parce que nous avons des collections qui sont dans le domaine public, c'est-à-dire réutilisables pour
vos pratiques professionnelles à vous, professionnels du tourisme, mais pour nos publics. Et nous, à Saint-Brieuc, on a un atelier que nous proposons à nos publics. Ce sont des ateliers de badge, c'est-à-dire de pouvoir repartir avec son petit bout de patrimoine à soi. C'est simple, mais ça nous permet de passer l'information de ce domaine public, de ce patrimoine, de ce commun qui appartient à tout le monde, et de faire ensemble, c'est-à-dire sur un temps d'activité et d'animation. Quand on peut le faire dehors, voilà, on a des queues assez impressionnantes parfois. Mais l'idée, c'est de faire ensemble et de pouvoir transmettre sous cette notion d'acquisition, de qui décide, comment on fait rentrer des collections et qui le rôle de ce que nous sommes en tant que techniciens et les équipes. Donc là, ça fonctionne très très bien. Donc trouver des petites choses avec peu de moyens finalement. Oui, on a de la ressource dans les différentes typologies de musées, puisqu'on l'a dit, hein, des musées beaux-arts. On a évoqué cette typologie de musées d'écomusées et ou les musées de société. Hein, on a des différences entre, bien sûr, des logiques de métropole comme à Rennes ou à Brest, ou sur d'autres territoires. Nous n'avons pas du tout les mêmes structurations et les mêmes moyens pour fonctionner. Et du coup, nous avons des équipes qui sont sans cesse à la recherche de nouveautés, d'innovation, et puis de pouvoir ressusciter cette question de l'inclusion, parce que je crois qu'elle est extrêmement importante. Il faut arrêter je crois que Isabelle le disait, sur la question de l'usager et de l'habitant. Je crois que c'est important de redire qu'au quotidien, nous avons des usagers, des habitants qui viennent au musée, des associations, on peut venir faire ses devoirs au musée. Vraiment, il y a vraiment cette image ou cette singularité, je dirais, de nos institutions sur les territoires, et il faut vraiment pousser la porte. Est-ce qu'il y a encore des créations de musées en Bretagne ? Alors oui, il y a des projets qui sont encore à l'étude, avec, on le sait bien, une raréfaction des moyens et des budgets. Mais oui, il y a des études en ce moment qui sont menées pour faire sortir des nouveautés. Est-ce qu'il y a des musées en Bretagne qui ont eu, selon vous, qui connaissent un succès un peu étonnant, un peu imprévisible, ou est-ce que tout ça est finalement très prévisible alors ? Une science prévisible en muséologie, alors ça, je ne crois pas. On a une évolution. En tout cas, je regarde Laurence Dubourg, qui est dans l'assistance service valorisation du patrimoine. On voit quand même qu'on a une évolution, notamment des métropoles. On voit bien, notamment sur la métropole rennaise, une fréquentation extrêmement importante et qui est en constante évolution. Hein. Je pense notamment à mes collègues au Musée des Beaux-Arts de Rennes, où on voit cette évolution extrêmement importante. Donc on voit bien qu'il y a une notion de flux, on a une notion aussi de déplacement, on a cet impact lié au transport, à la question des mobilités. Nous étions la semaine dernière en réflexion sur une journée d'études sur la question de musée et transition. Et là, je salue Marilyn avec le collectif des festivals qui travaille autour de ces notions. Et la question de la mobilité est extrêmement importante. Donc on voit bien que cette notion de mobilité, on voit bien les effets de la LGV, on voit bien sur les effets de court séjour, les impacts sur les métropoles. Alors je cite Rennes, Brest vient de sortir une étude plus sériée sur le Finistère, où on voit qu'il y a aussi cette notion de séjour. Et donc ça a vraiment des impacts sur le musée de la Marine, par exemple à Brest, qui a une fréquentation qui est en constante évolution. Donc voilà, on a des pratiques différentes selon les destinations, puisque vous êtes tous professionnels du tourisme. On voit bien que selon les 10 destinations, il y a aussi la construction de nouveaux parcours. Tout à l'heure, on évoquait cette mobilité liée au vélo. Je crois qu'il faut vraiment prendre en compte qu'il y a cette notion de déplacement, de court séjour en vélo. On le voit depuis 5 ans. Par exemple, au musée à Saint-Brieuc, dans la cour, on est en manque de place pour pouvoir stationner les vélos cargo, voilà, des familles qui se déplacent. Donc ça, c'est des notions, je crois que c'est important. Il y a des expérimentations de kits vélo dans les cours de musées ou à proximité des musées, mais je crois que c'est vrai, ça, c'est notable, on voit. Donc il y a des évolutions. Vous parliez du musée des Beaux-Arts de Rennes, peut-être une récompense leur ouverture. Les nombreuses animations, on va vers ça aussi, des spectacles de danse, beaucoup de théâtre, des collaborations avec le TNB, au sein même du musée.
Ça, c'est sûr. Je crois que nous sommes dans cette inclusion et cette ouverture. On est, et peut-être pour vous tous, professionnels du tourisme, les étudiants qui sont dans l'assistance, c'est redire cette passerelle que nous sommes, puisque nous sommes à la croisée de la création, mais de la transmission. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, parce que nous sommes vraiment les lieux de ressources et de recherche. Je crois qu'il faut insister là-dessus, sur musée recherche. Tu l'évoquais en tant qu'agrégateur de la matière culturelle de la Bretagne. Nous sommes, par exemple, le musée de Saint-Brieuc, nous sommes moissonnés par Bretagne Culture Diversité, enfin Bretagne. Du coup, c'est un moyen d'exister aussi et de donner à voir, à faciliter cette lecture de singularité de notre territoire. Et vraiment, c'est important. Donc, musée recherche, je salue les collègues de l'Université de Rennes 2 du campus Mazier qui sont dans l'assistance. C'est extrêmement important aussi de se dire qu'on est dans la constante recherche aussi des sujets. Tout à l'heure, on évoquait musée transition. Sûrement que dans nos sujets, au local, c'est peut-être aussi une réponse à musée et transition. Donc, il y a vraiment des enjeux. Gaëlle, à Culture Lab 29, vous accompagnez des collectivités, des acteurs culturels. Vous avez accompagné des musées déjà ou pas ? Pas rarement. Enfin, souvent dans une dynamique globale, c'est-à-dire que nous, l'approche avant tout, c'est de travailler sur le projet culturel de territoire, et donc ça passe souvent au préalable par un temps de diagnostic pour identifier un peu les acteurs en présence, et évidemment, il y a les musées qui sont présents. Alors on fait appel à vous, des communes ou des pays, pour la réalisation d'un diagnostic culturel du territoire ou d'un projet culturel de territoire, l'écriture d'un projet. Ça sert à quoi ? Et c'est long. C'est long, oui, c'est long. C'est vrai que c'est long. Alors pourquoi c'est long ? Parce que déjà, on propose une méthodologie qui vise à associer les acteurs culturels du territoire. Et si justement on veut essayer aussi de pas juste se limiter aux acteurs qui sont les plus identifiés dans les radars, il faut des temps de concertation, des temps de rencontre qui permettent aussi à ceux qui sont un peu plus invisibles de se rendre compte qu'on s'adresse aussi à eux et qui peuvent prendre part à ces temps de rencontre et à ces temps d'échange sur le territoire où ils sont. C'est long parce qu'on souhaite aussi, dans ces démarches-là, associer les habitants. Et pour le coup, on est un peu dans la même logique. C'est-à-dire que pour sortir des publics habitués et des gens qui fréquentent le plus les lieux culturels, il faut aussi être présent sur les territoires, aller sur les marchés, créer des espaces de rencontre pour que les habitants s'approprient aussi ces temps de dialogue avec les élus, avec les acteurs culturels. Et puis que ça puisse derrière aussi produire des récits de territoire, on en parlait un petit peu ce matin, que chacun à son endroit puisse s'exprimer et trouver sa place. Et puis c'est long aussi parce que on a quand même souvent sur les territoires des élus qui nous témoignent aussi de leur isolement. On a beaucoup d'élus qui sont parfois parachutés sur ces postes de responsable culture vie associative, et en fait qui viennent pas forcément du secteur, du milieu, et qui ont besoin aussi de temps pour s'approprier les enjeux et ensuite pouvoir prendre des décisions, des arbitrages pour les territoires. On peut prendre l'exemple de Landéda, par exemple, la commune. Ouais. C'est en cours. Ouais. Comment ça peut paraître étonnant dans une commune que les acteurs culturels ne se connaissent pas tous à l'échelle d'une petite commune comme ça. Ça peut paraître un peu étonnant. C'est pas si étonnant que ça, parce qu'en fait, la plupart des structures culturelles sont des structures petites, très petites, avec des moyens humains extrêmement réduits, et la plupart des acteurs culturels ont la tête dans le guidon. Donc en fait, ils ont leur feuille de route, leurs actions à mener, et finalement pas tant de temps que ça pour le partenariat, la coopération, qui prend du temps aussi, si on veut le faire et bien le faire. Est-ce qu'on parle un peu de tourisme dans un projet culturel ? Bien sûr, ouais. La complexité, nous, ce qu'on met vraiment en avant, c'est que la culture, c'est un
un levier de développement pour le territoire, et en fait ça passe évidemment par le tourisme, mais ça passe aussi par l'enfance-jeunesse, par la question des transitions, etc. Donc on essaye le plus possible d'ouvrir aussi ces groupes de travail au-delà des acteurs culturels, à tous ces acteurs qui sont aussi présents sur le territoire et qui contribuent, enfin qui œuvrent aussi dans le même sens. Isabelle en parlait, on est vraiment à la croisée aussi avec les acteurs du tourisme sur les questions de valorisation, sur les questions de transmission, et puis aussi parfois sur les questions de création artistique, bien sûr. Ouais. Justement, à propos de création, on voit de plus en plus d'équipes artistiques investir un territoire, avec plus ou moins ensuite de représentation en public, etc. C'est parfois juste de la création. C'est une volonté actuelle des équipes artistiques de s'ancrer comme ça sur un lieu. C'est plus facile de travailler, et puis ça s'inscrit peut-être sur un plus long terme. Temporalité. Oui, je pense qu'il y a... déjà, c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans les projets qu'on accompagne, d'équipes artistiques qui souhaitent aussi vraiment se positionner sur la valorisation du patrimoine et se dire que elles ont elles aussi quelque chose à apporter pour permettre aux visiteurs, aux habitants de redécouvrir autrement ce patrimoine, que ce soit dans le secteur des arts vivants ou des arts visuels. Donc il y a vraiment cette parole artistique qui se pose aussi à ces endroits-là. L'envie aussi de sortir des salles, des boîtes noires, aussi pour aller à la rencontre d'autres publics qui vont moins dans les lieux ou qui n'osent pas parfois aussi franchir la porte de ces lieux culturels. Donc ça se traduit évidemment par... il y a tout un courant qui existe déjà depuis longtemps autour des arts de la rue, mais voilà, il y a aussi d'autres artistes qu'on ne voyait peut-être pas encore beaucoup dans ces espaces-là, qui maintenant investissent des lieux, des espaces naturels, des lieux de patrimoine. Et puis je pense qu'il y a aussi une grosse réflexion qui est portée par le secteur culturel sur la question des transitions, et aujourd'hui des équipes artistiques qui repensent aussi vraiment leur rôle dans une logique de proximité, d'infusion sur le territoire pour aller à la rencontre des publics, pour aussi ne plus être forcément dans des tournées qui les emmènent loin, mais pour être vraiment dans du tissage de projets au long cours, quoi. Vous travaillez avec des équipes artistiques aussi dans les musées parfois? C'est quelque chose que vous ressentez aussi, un besoin d'ancrage? La question de la résidence, qu'elle soit en sciences humaines, la question de la résidence artistique de plus en plus se développe, et ça c'est important aussi, que le musée plateforme soit reconnu sur cette fonction, c'est-à-dire qu'on a cette interconnaissance fine des acteurs, des collectionneurs sur un territoire, et du coup nous sommes le maillon aussi sur des territoires pour pouvoir porter des résidences. Donc de plus en plus, ces appels à projets qu'évoquait ce matin Isabelle Chardonnier, directrice régionale des affaires culturelles, certains collègues y répondent. La logique de l'appel à projets fatigue l'ensemble des équipes aussi, il faut le dire, puisque du coup c'est une généralisation des appels à projets, et du coup il y a une fatigabilité en termes de ressources humaines pour pouvoir y répondre. Mais en tout cas sur la question des résidences du journaliste, puisque ça existe, je pense à mes collègues au musée de Dunant qui ont porté une résidence. Donc on a ce temps long, on voit bien qu'il y a cette logique effectivement de maillage sur les territoires et de temps long, de prendre et de redébrayer, je dirais, un petit peu cette logique programmatique. J'imagine, Gaël, est-ce que la question de la culture toute l'année se pose parfois dans certains territoires? Est-ce qu'on privilégie plus les visiteurs, les touristes dans d'autres, ou est-ce que vous essayez justement de proposer quelque chose à l'année, puisque c'est un sujet qui revient souvent? Je dirais qu'en Finistère, on a quand même, même en Bretagne, largement un bel équilibre quand même entre une offre touristique et une offre culturelle qui s'étend aussi tout au long de l'année. Je ne sais pas si ça se pose vraiment dans ces termes-là. Il y a des territoires qui effectivement misent beaucoup sur un attrait culturel, touristique, et qui parfois sont
sont peut-être moins portés sur une offre culturelle tout au long de l'année, mais je pense que ça tend à se réduire. Après, on en parlait un petit peu ce matin, je pense qu'il y a encore un travail quand même à opérer pour décloisonner quand même les choses entre tourisme et culture. Il y a effectivement des acteurs qui commencent à bien travailler ensemble, mais il y a encore quand même certains préjugés qui persistent sur ces questions-là. Peut-être avec une vision, peut-être des barrières un peu psychologiques qui viseraient à dire le tourisme, c'est pas pour l'habitant, on ne travaille pas pour les mêmes publics, et où je pense que là, il y a encore sur certains territoires des choses à creuser là-dessus, quoi. Tu dis comment apporter de la porosité alors entre ces deux secteurs? Alors, je sais pas. Ah, pardon. Allez-y, tu dis, comme vous voulez. Non, vas-y, tu dis. Vas-y, puis je prends Alors, c'est des éléments qui ne sont pas simples finalement à traiter, parce que Et ils existent quand même. Tout à fait. Alors, en effet, il y a quand même des choses à l'échelle des territoires qui existent. Je crois que la question, par exemple, de dispositifs comme les inventaires participatifs, ces mises en récit du territoire, je pense que ce sont des vecteurs, finalement, qui, à mon avis, d'un point de vue touristique, sont tout à fait pertinents. De la même manière, ils nourrissent quand même la connaissance autour des patrimoines avec des méthodologies qui, à mon avis, là aussi, sont tout à fait intéressantes, puisqu'on dépasse l'objet, la matérialité. Mais en effet, il y a encore des barrières. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment. Et aussi l'expertise de l'habitant là-dedans. Parce que un des points aussi de discussion, c'était qu'est-ce que l'habitant finalement aussi va apporter au regard qui va être porté sur l'objet patrimonial. Alors ça se déconstruit, mais c'est quand même relativement récent. Et il y a ça c'est un peu. Je te laisse là. Tu dis. Il y a un regain d'intérêt pour ce que vous faites. Oui, tout à fait. Donc nous, on ne travaille pas spécifiquement, directement ou explicitement pour le tourisme ou les touristes. On travaille vraiment à l'échelle des habitants, et donc pour les Bretons, en tout cas les habitants du territoire. Par exemple, là, on a lancé une mission, un travail d'inventaire sur le patrimoine vivant de l'île aux Moines, qui est clairement un territoire qui n'a pas besoin de plus de touristes, où l'idée, notre porte d'entrée, c'est plutôt la cohésion sociale, la transmission intergénérationnelle de la culture, du patrimoine vivant, du patrimoine immatériel. Après, tout ce travail-là participe aussi à ces fameux récits territoriaux qui étaient évoqués par Antoine ce matin. Donc, après, les acteurs du patrimoine peuvent s'emparer de ce qui a été co-construit avec les habitants, puisque effectivement, nous, on fait des inventaires participatifs. On travaille aussi à transmettre de la connaissance par notre encyclopédie numérique, où là aussi, les acteurs du patrimoine peuvent s'en emparer, puisque c'est vraiment des textes ou des podcasts ou des vidéos qui sont vraiment à destination du plus grand nombre, donc aussi des habitants qui viennent, ou des personnes qui viennent momentanément ou pour un voyage en Bretagne. Donc tout ce qu'on fait est aussi intégrable, accaparable par le secteur du tourisme. Mais pour répondre plus directement à la question, c'est vrai qu'au Conseil régional de Bretagne, par exemple, il y a un service tourisme patrimoine et un service culture, donc avec une sorte de distinction, mais on commence à travailler quand même de plus en plus avec le tourisme patrimoine. C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi travailler sur l'île aux Moines. Je reviens là-dessus. Il n'y a pas besoin de plus de visiteurs, c'est connu, etc. Ça veut dire qu'il y avait un inventaire qui n'avait jamais été fait sur ce petit caillou. Et finalement, à quoi ça peut servir ensuite? Parce que les habitants beaucoup quittent l'île ou peuvent plus se loger aussi. C'est lié à ça peut-être? Il y a une grande transition démographique des îles actuellement, avec des habitants qui quittent l'île, notamment les plus jeunes parce qu'ils ne trouvent pas du travail sur l'île ou ils ne trouvent pas à se loger sur l'île. Des nouveaux habitants qui arrivent
par le biais parfois de résidences secondaires, mais qui peut être une résidence quasi principale s'il passe 9 mois sur l'île. Ce qui fait qu'il y a une sorte de rupture, ou en tout cas de fragilisation à la fois du tissu social et de la transmission intergénérationnelle d'une culture. Chaque île a une histoire, une richesse culturelle propre qui se retrouve finalement assez fragilisée par rapport à ça. Le projet avait émergé suite à la sollicitation d'une association ouessantine, Cali, qui était un peu préoccupée justement par cette rupture de la transmission intergénérationnelle, qui voyait que tout ce qui était gastronomie, savoir-faire traditionnel, les contes et légendes, etc., qui étaient d'une grande richesse, était beaucoup moins transmis vers les jeunes générations. Et donc voilà, ils souhaitaient un peu notre apport, notre regard sur ces questions-là. Les îles perdent leur mémoire. Il y a un risque en tout cas. Il y a un risque. Elisabeth Renaud, vous insistez beaucoup sur la libéralisation des données. C'est une piste aussi pour partager au maximum ce fonds dingue qu'ont les musées bretons. Ouais, je rejoins ce que fait Bretagne Culture Diversité en tant qu'agrégateur, en tout cas de nous reconnaître comme producteurs effectivement de sens et de matière vérifiée. J'y insiste beaucoup sur le lien que je faisais tout à l'heure entre recherche et musée, en tout cas le lien avec l'université. C'est peut-être à destination du public aujourd'hui de se dire que sans cesse il faut renouveler. On entend parler beaucoup de récits du territoire. Monsieur le Président posait la question du récit ou des récits. Je crois que c'est important et de se dire qu'il ne faut pas figer les choses et qu'il faut toujours y revenir. Et en tout cas de nous voir comme toujours être des équipes en recherche et en mouvement. On le voit par rapport aux différentes thématiques d'exposition qui sont proposées. C'est vraiment de redire cette recherche. Alors, et de vous redire, à vous, professionnels du tourisme, effectivement, nous avons de la matière, des données qui sont libres de droit, qu'on peut utiliser de façon simple, en venant auprès des structures, des musées. Je pense au musée de Bretagne qui est très en avance sur cette question du portail des collections, de l'ouverture de la donnée. C'est la loi NOTRe qui oblige les collectivités territoriales à ouvrir les données. Et du coup, derrière, vous avez des applications simples à faire pour vos billetteries. Vous pouvez venir nous voir. Nous pouvons teinter du coup sur la question de la singularité. Chaque territoire pourrait avoir sa singularité. Je pense aux collègues du musée de Bretagne qui demain, vous savez, ce test que nous avons lorsque nous sommes sur les sites internet, le CAPTCHA, pour savoir si nous sommes bien un humain devant un écran. Et bien demain, vous aurez des collections du musée de Bretagne pour, au lieu de chercher la voiture ou le kangourou qui se répète à 6 fois. Donc voilà, ça c'est des choses simples, mais sachez-le. Nous sommes avec des données qui sont vérifiées. Ça veut dire que toutes les équipes dans les musées font ce travail juridique, des droits moraux et patrimoniaux. C'est un travail qui est assez considérable et important. Donc ça veut dire que nous faisons cette étape-là avant que vous, et je regarde notamment les étudiants, parce qu'il y a matière à réfléchir. Tout à l'heure, on parlait de dispositif. Alors nous, on ne parle pas de dispositif, peut-être on a un vocabulaire qui n'est pas ajusté, mais peut-être sur des applications pour l'usager. J'ai 1 heure de mon temps, j'ai 3 heures, qu'est-ce que je peux faire sur tel ou tel territoire? On a des régions comme la région PACA qui l'a développé lorsque la région PACA a été capitale européenne de la culture, notamment à Marseille. Ils ont développé ce genre d'application. Voilà, donc je regarde les plus jeunes en termes d'innovation, de reprendre la main sur les intelligences artificielles et surtout de venir nous voir et de pouvoir créer, innover.